Alors on va parler dans un premier temps de régulation biologique de la flore adventice et des mécanismes qui sont derrière ça et de savoir à quel point ça impacte la flore adventice. Alors qu'est-ce que c'est que la régulation biologique de la flore? Eh bien c'est tout l'inverse de ce que vous voyez sur cette diapo. C'est-à-dire que réguler biologiquement la flore adventice, c'est faire intervenir des organismes tierces qui vont avoir un impact sur la flore adventice indépendamment de notre action humaine. Alors bien entendu que notre action humaine, elle arrive à un moment donné. Les couverts vont avoir une régulation de la flore adventice par compétition, par exemple, mais il faut bien les semer à un moment donné, ces couverts, sauf à imaginer que ce soit des couverts qui soient spontanés, qui jouent le rôle de compétiteurs, et pour l'instant, il y a quand même assez peu de preuves que ça puisse être le cas. Donc, faire intervenir des organismes autres, ou les favoriser par nos pratiques, donc il peut y avoir soit les introduire dans nos parcelles, soit les favoriser par nos pratiques, il peut y avoir des organismes, champignons, bactéries qui sont pathogènes. Alors là-dessus, il y a très peu de travaux qui démontrent ça, qui démontrent le rôle biologique de gestion de la flore adventice d'un certain nombre de pathogènes, de champignons pathogènes ou de bactéries, et notamment parce que les phytopathologistes se sont d'abord beaucoup intéressés à l'interaction entre leurs champignons modèles et les cultures, et très peu sur la flore adventice. Il y a quelques modèles d'études. Et aujourd'hui, par contre, c'est en plein boom, cette thématique de recherche, puisque dans l'objectif de développer des méthodes de biocontrôle à partir de soit champignons, bactéries ou de leurs métabolites secondaires, de leurs composés sécrétés ou de leurs produits de dégradation à la suite de leur mort, il y a un certain nombre d'entreprises privées qui s'associent à la recherche pour faire des recherches sur des méthodes de biocontrôle à partir de ces agents pathogènes. Et la manière de fonctionner, en partie celle que nous on pratique du moins à l'UMR Agroécologie à Dijon, c'est d'aller prospecter des mauvaises herbes dans les parcelles agricoles, des mauvaises herbes qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des symptômes de maladie, de gale, de nécrose, etc. Et d'essayer d'identifier les agents pathogènes qui sont à la base de ces maladies sur les espèces adventices, d'essayer de savoir s'ils sont très généralistes ou au contraire très spécialistes de la flore adventice. Vous vous doutez que si on cherche des champignons qui font mourir des plantes, c'est assez facile à trouver, et vous en connaissez plein, des septorioses, etc., qui peuvent avoir des impacts très forts. Et donc ce qu'on recherche derrière ça, c'est bien entendu des organismes qui sont très spécialistes des flores adventices et ou de certaines espèces. La deuxième chose qui fait de la régulation biologique sur la flore adventice, ce sont aussi des insectes. Le plus grand exemple que peut-être vous connaissez, ce sont les carabes. Ce sont pour leur majeure partie des insectes qui sont omnivores, donc qui se nourrissent de tout, carnivores pour la plus grosse partie, et un certain nombre des espèces, autour de 10-20%, sont granivores spécialistes, donc ne mangent que des graines. Les graines qu'ils mangent sont très dépendantes de la taille de ces graines-là. Les grosses graines type folle avoine ne sont quasiment pas prédatées. Au-delà de 3 mg de masse de graines, globalement, les espèces ne sont pas prédatées. Et on étudie la prédation au champ en mettant des cartes de prédation avec à disposition des graines d'adventice pour essayer de quantifier la quantité de graines qui est prédatée. Et on met à côté des pots pour essayer de quantifier le nombre de carabes, par exemple, que l'on peut piéger. Alors il y a beaucoup de preuves dans la littérature scientifique que ce phénomène existe, c'est-à-dire qu'il y a de la prédation d'organes, mais il y a aussi de la prédation de graines des adventices. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que cette prédation est suffisante au point de faire décroître les stocks semenciers? Parce que c'est un peu ça l'objectif, serait que la prédation du nombre de graines prédatées par jour ou sur une campagne soit supérieure à la quantité de graines qui est réalimentée chaque année, de manière à pouvoir faire baisser les stocks semenciers. Alors ce qu'on sait sur ces organismes-là, c'est qu'ils passent une partie de leur cycle de vie en dehors des parcelles, notamment quand les parcelles sont travaillées, et que les seules parcelles agricoles dans lesquelles ils peuvent faire la totalité de leur cycle, pondre dans le sol et émerger depuis le sol, enfin que les générations suivantes émergent depuis le sol, sont les parcelles qui sont en semi-direct. On a des travaux qui démontrent des émergences en pleine parcelle de carabes dans des parcelles en semi-direct. Et bien entendu, ce sont des organismes qui sont impactés par l'utilisation d'herbicides, mais vous voyez que ce graphique-là est une des rares preuves dans la littérature du fait que quand on augmente la densité de carabes granivores, donc spécialisés des graines, on diminue le stock semencier de l'adventice. Alors le diminue,
Vous voyez, c'est comme une droite qui passe à travers une grosse patate de poing et dont la taille d'effet, c'est-à-dire l'importance du phénomène biologique, reste encore pas mal questionnée. Est-ce que réellement cette diminution du nombre de graines sous l'effet d'une augmentation du nombre de granivores dans les parcelles est suffisante pour diminuer les stocks semenciers? Pour l'instant, on a encore pas mal de doutes là-dessus. Les deux autres mécanismes qui sont très très étudiés en termes de régulation biologique de la flore adventice, c'est la compétition et l'allélopathie. Alors plus la compétition que l'allélopathie, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais globalement, la compétition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on va du coup chercher à inverser le mécanisme. On va essayer de mettre des plantes qui vont faire de la concurrence à la flore adventice. Alors ça peut être directement nos cultures, des mélanges de cultures, des cultures associées, ou ça peut être des couverts d'interculture, c'est-à-dire des plantes qui sont spécialement là pour rendre ce service-là. Les couverts d'interculture, les plantes compagnes associées à du colza par exemple, des couverts permanents qui vont avoir un rôle de compétition. Et donc ils vont avoir ce rôle de compétition, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ils vont préempter des ressources qui vont être au détriment des ressources pompées par les adventices. Et là, ça devient complexe quand on est dans des schémas où on met des plantes compagnes avec la culture, puisqu'il faut que ces ressources soient préemptées au détriment des adventices, mais pas au détriment de la culture. Et donc là, il va falloir arriver à trouver le bon compromis en termes de phénologie et de période de croissance de ces couverts, de ces adventices et de ces cultures, sans tomber dans une schizophrénie, puisqu'avant on était dans des systèmes où on voulait voir aucune mauvaise herbe, et d'un seul coup on est prêt à accepter quelque chose que l'on sème pour concurrencer toujours ces mauvaises herbes que l'on ne veut toujours pas voir. Mais du coup, peut-être en ayant une perception de la nuisibilité de ce couvert sur la culture qui est un peu plus relâchée. Or, dans ces systèmes de couverture permanente, on se rend compte quand même que le premier facteur de baisse du rendement, ce n'est pas les adventices, mais c'est plutôt le couvert qu'on a semé. Il y a un petit cas particulier sur les plantes parasites, donc Eurobranche par exemple, Cuscute, puisque là on n'est pas sur compétition pour des ressources, puisque les plantes parasites ne sont pas capables de faire leur propre photosynthèse. Elles sont là dans les parcelles, se fixant sur leurs plantes hautes, du colza, du tabac, pour ce qui est de l'Eurobranche par exemple, pour pomper leurs ressources. Mais il y a un petit mécanisme qui fait qu'on peut utiliser des plantes de couvert comme méthode de biocontrôle de ces plantes parasites, puisque pour que l'Eurobranche puisse se fixer sur sa plante haute, il faut d'abord qu'elle germe, qu'elle déploie ses organes pour se fixer sur sa plante haute. Et du coup, c'est par la détection d'exudats racinaires de plantes voisines qu'elle se met à germer. Et donc, il y a des travaux qui ont démontré le rôle de ce qu'on appelle de plantes faux hôtes, qui font ce qu'on appelle des germinations suicidaires. C'est-à-dire qu'elles font germer les adventices par ces exudats racinaires, mais ces adventices ne sont pas en capacité de se fixer sur la plante puisque ce sont des faux hôtes. Et donc, du coup, ça fait baisser les stocks semenciers en les faisant germer sans jamais que les adventices ne puissent se fixer sur la plante haute. Et ce sont des mécanismes très très importants. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure des chiffres qu'a donné Bruno sur le striga par exemple, mais les pluies de graines et les quantités de graines que réalimentent des eurobranches dans des sols sont extrêmement importantes, avec des graines qui sont quasiment indétectables quand on fait des stocks semenciers par exemple. Et avant de partir sur la compétition par la suite, puisque c'est le mécanisme principal de régulation biologique de la flore adventice qui est étudié, connu et mobilisé en termes de pratiques agricoles, je vais faire juste un rapide point sur l'autre mécanisme qui est l'allélopathie et vous expliquer en fait pourquoi on a très très peu de travaux qui sont là-dessus. Alors pour ça, étant donné qu'on a très peu de travaux, faut reprendre les travaux de ceux qui sont spécialistes de cette question-là dans le monde et notamment en Europe, et c'est en l'occurrence les Suisses pour ce qui est de l'Europe, avec Judith Würz avec qui on travaille aujourd'hui et son équipe à Agroscope Changin. Et j'ai repris des diapos qu'elle a présentées dans divers congrès sur les plantes de couvert dans lesquels on est intervenus tous les deux. Et elle parle d'allélopathie mis entre guillemets, alors même qu'elle travaille sur ce mécanisme depuis hyper longtemps. Tout simplement parce que c'est un mécanisme dont on connaît l'existence lors d'essais en serre, en boîte de pétri, etc., en conditions très contrôlées, mais dont on a très peu de preuves qu'il existe au champ, et qu'il est à l'œuvre au champ. Alors pourquoi ? C'est tout simple. L'allélopathie fonctionne de deux manières. Vous avez une plante, par exemple une plante de couvert, imaginez un sarrasin ou une avoine strigosa ou une espèce comme ça, qui est dite allélopathique. Il y a deux mécanismes par lesquels elle est allélopathique. La première, c'est que par ses exudats racinaires, pendant que c'est une plante vivante, ou par ses exudats de feuilles qui sont lixiviés et qui tombent au sol, ces exudats sont réceptionnés par une plante adventice par exemple, une amarante, etc. Et du coup, il y a allélopathie quand l'absorption de ces molécules-là réduit la croissance de l'adventice.
Deuxième mécanisme, c'est plus quand la plante elle est vivante, c'est quand la plante elle est broyée, détruite, enfouie dans le sol, que par dégradation de ces composés-là, ces composés allélopathiques sont encore une nouvelle fois, c'est la même histoire, pompés par la plante receveuse, et du coup la plante receveuse baisse en termes de pourcentage de germination et ou de croissance. Du coup, vous comprenez que dans les deux cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a des composés allélopathiques qui sont véhiculés par la solution du sol, soit quand la plante elle est vivante, soit quand la plante elle est détruite et qu'elle se dégrade, et qui sont réceptionnés par une plante receveuse. Sauf que méthodologiquement, on est dans l'incapacité au champ de séparer les mécanismes d'allélopathie des mécanismes de compétition. Puisque la compétition, c'est quand on se partage des ressources, et ce partage des ressources, notamment par exemple l'azote, conduit à réduire la croissance de l'autre, de l'adventice par exemple. Donc s'il y a des composés allélopathiques qui passent et qu'il y a une réduction de la croissance, il faut, pour démontrer que c'est de l'allélopathie, complètement s'abstraire de la compétition. Donc il faut mettre suffisamment d'eau, suffisamment d'azote, il faut que les plantes qu'elles ne se partagent pas la même lumière, donc il faut les séparer dans l'espace par un grillage, mais qu'elles partagent les mêmes racines, mais il ne faut pas qu'elles soient touchées, que les racines se touchent. Il faut simplement que des molécules allélopathiques passent d'une plante A à une plante B. Donc méthodologiquement au champ, on est dans l'incapacité de séparer des plantes dans l'espace et empêcher que des molécules d'azote passent et que, dans la solution du sol et que les individus se fassent de la compétition et que ce soit que des molécules allélopathiques qui passent. Et le deuxième mécanisme, quand les plantes sont restituées au sol, vous connaissez très bien ce phénomène, il y a un phénomène d'immobilisation de l'azote pour la dégradation de la matière organique qu'on appelle la fin d'azote. Et ce mécanisme-là fait qu'au moment où la matière organique est restituée au sol, il y a une partie de l'azote qui est pompée par les micro-organismes pour dégrader la matière organique, qui peut du coup réduire la croissance de la plante adventice, indépendamment du fait qu'il y a des molécules d'exudat, enfin de composés allélopathiques qui sont véhiculés. Donc d'un côté, on ne peut pas séparer la compétition de la plante vivante avec le fait qu'elle sécrète des molécules allélopathiques. De l'autre côté, on ne peut pas séparer la fin d'azote de la sécrétion des composés allélopathiques, à moins que méthodologiquement, on arrive à mettre suffisamment d'eau, suffisamment d'azote et de séparer les plantes pour compétition pour la lumière, pour s'assurer que c'est de l'allélopathie dans les deux cas, ou de trouver un moyen que par exemple, et expérimentalement c'est comme ça qu'en serre on démontre vraiment des mécanismes d'allélopathie, on met la plante allélopathique dans un pot, on fait passer de l'eau à l'intérieur, tout ce qui est lixivié et dont les composés allélopathiques sont transférés dans un autre pot où il y a l'adventice, et du coup l'adventice réduit sa croissance quand elle reçoit des composés allélopathiques. Il n'y a pas de compétition pour la lumière, il n'y a pas de compétition pour l'eau et l'azote, puisqu'elles reçoivent le même mécanisme. Du coup, quand on est au champ, dans le sec, dans l'été, il manque de l'eau, il manque de l'azote, souvent quand on est sur des reliquats post-récolte qui sont relativement faibles, même s'il peut y avoir des reliquats qui existent, il y a compétition pour l'azote, il y a compétition pour l'eau, les plantes, les couverts, les adventices, il y a compétition pour la lumière. Il y a sûrement de l'allélopathie, puisque des fois on dit « Ah mais le couvert il est tellement clair que je n'ai pas d'adventice qui pose dessous ». Oui, mais on n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve au champ, et on a fait un inventaire de la littérature complète qui est en train d'être publié là, dans une revue Agronomy for Sustainable Development, qui a recensé 585 papiers qui parlent d'allélopathie, dont uniquement 8 ont réussi à décorréler l'effet de la compétition de l'effet de l'allélopathie. Et dans les 8, il y en a 2 qui démontrent qu'il n'y a pas d'effet, il y en a 2 qui montrent des effets très très variables, et il y a les autres qui démontrent des effets, et qui discutent leurs résultats, et qui disent « Oui, mais ce n'est pas exclu qu'il n'y avait pas de la compétition pour l'azote dans nos systèmes. » Donc en fait, oui, l'allélopathie existe, il y a plein de preuves du mécanisme. On commence à identifier des molécules, donc on fait sécréter des molécules par ces plantes-là et on dit c'est un C6, H12, etc. Et donc on se dit ça, c'est quoi ce composé-là? Par contre, son rôle dans la régression de la croissance des adventices n'est pas encore vraiment validé au champ, je dis bien au champ, parce qu'il est impossible de le différencier de la fin d'azote et ou de la compétition. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que quand on veut réguler des plantes par des plantes, c'est encore une fois que les adventices sont majoritairement des espèces annuelles. Parce que si c'était des espèces vivaces, ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que commence leur cycle. Alors si elles repartent de leur bourgeon, enfin de leur système racinaire à un moment donné, de leur réserve racinaire, mais du coup arriver à mettre des plantes qui sont sans cesse en train de réalimenter leurs réserves et de les concurrencer par des couverts, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je passe tout de suite à cette diapo-là, il y a dans la littérature scientifique quelques preuves du fait que quand on met des couverts, on arrive à concurrencer des espèces vivaces et à arriver à les gérer.
Sauf que quand on regarde à l'intérieur des papiers, c'est majoritairement l'adéquation, enfin la combinaison entre le fait d'avoir mis un couvert et que parce qu'on a mis un couvert, on gère le couvert, c'est-à-dire on le broie et ou on le fauche, on met des luzernes, on fauche, on exporte ces luzernes. Et c'est la combinaison de la fauche et de la compétition post-fauche, quand la luzerne repousse, qui gère le chardon par exemple. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de preuve que le fait de mettre le couvert à lui seul, par compétition, il est en capacité de gérer les vivaces. Il y a plutôt des preuves que parce qu'on a mis un couvert et que du coup, on en a une gestion de ce couvert-là, par broyage, par fauche, que du coup, on arrive à épuiser les espèces vivaces et c'est ce que démontre ce graphique. Vous voyez que le fait d'avoir un couvert ou pas de couvert, ça ne change rien, mais que c'est le nombre de broyages qui réduit les repousses de chardon. L'autre chose qu'il faut visualiser, Bruno a parlé tout à l'heure de période de germination des adventices, c'est qu'on régule les adventices qui lèvent dans un couvert. On ne régule pas les adventices qui ne lèvent pas dans un couvert. Donc en fait, il faut se focaliser sur quels sont les adventices qui lèvent à telle période de l'année, et quand je vais mettre mon couvert à cette période de l'année, du coup c'est ces adventices que je vais gérer. Et ça du coup ça amène à se poser des questions sur est-ce que par exemple un couvert dans une monoculture de maïs est un moyen de gérer la flore adventice du maïs? Eh bien non, parce qu'en fait on concurrence une flore adventice à une période et sur des espèces qui ne sont pas les espèces problématiques du maïs, sauf les espèces qui sont complètement indifférentes, c'est-à-dire celles qui lèvent un petit peu toute l'année, et majoritairement, ce qu'on gère en termes d'espèces adventices avec des couverts, ce sont les espèces qui ont des cycles relativement courts. Puisque concurrencer la flore adventice, bon, c'est bien, elle fait moins de biomasse quand on a mis un couvert. Mais la question c'est de savoir, est-ce qu'elle graine dans le couvert? Parce que si elle ne graine pas dans le couvert, de toute manière on va le détruire ce couvert, mécaniquement ou chimiquement. Et donc en fait la question c'est de savoir quelle est la durée de cycle des adventices, leur période à laquelle elles lèvent, est-ce que réellement avec mon couvert je suis en capacité de les réguler, c'est-à-dire de diminuer leur croissance. Et donc là du coup on arrive sur des stratégies où on se dit peut-être que des couverts de longue durée ou d'essayer d'agencer des couverts de manière à avoir des couverts d'été et des couverts hivernants pour allonger la période de couverture végétale, voire même d'aller jusqu'à des couverts permanents. Et un meilleur moyen de gérer la flore adventice parce que du coup on a déjà de la végétation installée au moment où les adventices vont se mettre à germer. Parce qu'en fait, quand on dit les couverts ça aide à gérer la flore adventice, finalement la majeure partie des études, et alors là c'est foisonnant dans la littérature scientifique, qui disent que les couverts aident à gérer la flore adventice, sur quoi ils se basent? Ils se basent sur la traduction, on va dire scientifique, de ce que vous dites des fois en disant la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comparer un sol nu, on va comparer un couvert, et on va se rendre compte que la biomasse adventice, parce que la densité adventice n'est pas du tout impactée par la présence du couvert, mais la biomasse adventice va être réduite, et donc au lieu de produire 100 grammes d'adventice, on va produire que 10 grammes. Normal, compétition, préemption des ressources, donc du coup il y a moins d'adventices. Est-ce que ça, c'est une preuve que les couverts aident à gérer la flore adventice? Non, en fait, il faut savoir quel est le devenir de ces adventices. Est-ce qu'elles grainent? Est-ce qu'elles retournent au stock? Est-ce que dans la culture suivante, on a moins d'adventices sous prétexte qu'on a mis des couverts? Et là, en fait, ça pose un souci qui est qu'il y a une interaction très très forte avec le fait de mettre des couverts et vos pratiques agricoles. Puisque du moment où vous allez mettre un couvert, vous allez le détruire, et ça va avoir une conséquence sur le couvert, mais aussi sur les adventices. Et donc du coup, ça va, on va le voir après, modifier les conséquences sur la flore adventice sur le long terme. Le fait de mettre du travail du sol pour détruire un couvert, de mettre un roulage ou une destruction chimique. Il y a une question qui a été énormément soulevée dans ces travaux sur les couverts, c'est on cherche à concurrencer la flore dans une interculture courte ou longue. Et on s'est rendu compte en fait que les agriculteurs, quand vous mettiez des couverts, vous en attendiez plusieurs choses. Pour certains, vous en attendiez de limiter l'érosion, de stocker du carbone, de fixer de l'azote, de pomper de l'azote qui est dans le sol, donc d'en faire des scippants, de fournir du pollen et du nectar à des pollinisateurs. Parfois vous n'en attendez rien et c'est complètement réglementaire et vous êtes obligé. Voilà, et donc vous cherchez à mettre des couverts à un prix complètement minimum. Et du coup, en fait, on entend beaucoup parler dans cette recherche de plusieurs services écosystémiques,
fixer de l'azote, etc., etc., de comment on pourrait utiliser la diversité végétale pour faire tout ça. Donc on va mettre des légumineuses pour fixer de l'azote, on va mettre des crucifères pour leur rôle de cipant, on va mettre des graminées pour leur rôle de concurrence vis-à-vis de la flore adventice, on va mettre des radis et des racines pivots et tournesols pour structurer du sol, etc., etc. Et donc du coup on mélange un peu tout ça, parfois même il nous reste un petit peu d'avoine dans un sac, du coup on le met, etc., etc. Et donc du coup on se dit, mettre plein d'espèces c'est bien, la diversité c'est bien. Et du coup il y a plein de travaux qui se sont posé la question de savoir si c'était si bien que ça d'utiliser une très grande diversité végétale pour la fourniture d'un service écosystémique. Est-ce que par exemple on fixe plus d'azote avec une très grande diversité végétale? Est-ce qu'on concurrence plus la flore adventice quand on augmente la diversité végétale, etc. Et la réponse, elle est claire, nette et précise. Toute la littérature démontre que augmenter la diversité végétale des couverts végétaux nuit à la fourniture du service de concurrence vis-à-vis de la flore adventice. Les couverts très diversifiés sont moins suppressifs, répressifs, appelez comme vous voulez. En anglais, on appelle ça weed suppression, donc nous c'est répressif, concurrent, voilà. Les couverts très diversifiés sont moins suppressifs que les couverts qui sont très simples. La majeure partie des études comparent des couverts mono-espèces versus multi-espèces, mais on pourrait décliner ça à des couverts de 1, 2, 3 espèces par rapport à des couverts de 6, 8, 10 espèces. Quand on fait des mélanges très très diversifiés, ces mélanges très diversifiés sont moins concurrentiels que les mélanges simples. Et là, ça nous ramène à notre discussion tout à l'heure de la diversité des communautés adventistes. C'est exactement le même raisonnement. Une communauté adventiste diversifiée, c'est une communauté qui est moins concurrentielle. Un couvert diversifié, c'est un couvert qui est moins concurrentiel. Pourquoi ? Et ça, il y a plein d'études qui l'ont démontré. Il y a notamment une revue de la littérature complète qui s'est intéressée à toutes les études qui, dans le monde, avaient comparé des monocultures de couverts, c'est-à-dire des couverts mono-espèces, à des couverts diversifiés. Sur la fourniture de plein de services, la production de biomasse, la suppression des adventices, la rétention de l'azote, la quantité d'eau dans le sol, la biologie des sols, la stabilité de la biomasse, le rendement de la culture suivante, etc., etc. Ils ont quand même identifié 13 études qui ont toutes travaillé sur la même question de savoir si des couverts diversifiés réduisaient plus la flore adventice. Donc imaginez-vous, quand on fait des études scientifiques, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que mon travail il est original? Est-ce qu'il a déjà été traité? Est-ce que d'autres personnes se sont posées cette question-là? Donc le 13e qui a publié son article est passé avant 12 gars qui ont travaillé déjà cette question-là. Et tous démontrent que globalement, donc c'est la deuxième ligne là, il n'y a pas d'effet positif à augmenter la diversité des espèces dans le mélange sur le service de répression de la flore adventice sur 57 données là-dedans. Alors ça, je l'ai écrit plusieurs fois, je pourrais vous transmettre les études. On a fait plein d'essais là-dessus, nous dans nos conditions françaises, là ce qui est présenté ici dans des conditions américaines. J'ai traduit les articles dans des revues de vulgarisation. C'est assez simple à comprendre pourquoi. Déjà, quand on augmente le nombre d'espèces dans un mélange, on augmente la probabilité de mettre des espèces dans le mélange qui sont moins concurrentielles que la plus concurrentielle du mélange. Je m'explique. Quand vous faites des associations pois céréales, pois blé par exemple, votre objectif c'est de produire sur 1 hectare plus de pois blé que vous ne produiriez de blé sur un demi-hectare et de pois sur un demi-hectare. Donc du coup vous vous posez la question de savoir. Vous ne posez pas la question de savoir si je produis plus d'associations que de blé que de pois. Vous cherchez à savoir si sur la même surface, en mélangeant les deux, vous produiriez plus qu'en mettant sur la moitié de la surface chacune de vos parcelles. Mais quand on fait des couverts, ce n'est pas ce qu'on se pose comme question. Si vous avez la moutarde pure, la facélie pure, le pois pur et le mélange des trois, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que mon mélange il est meilleur que la moyenne des trois, c'est est-ce que mon mélange il est meilleur que le meilleur des trois. Puisque vous avez le choix dans vos parcelles de mettre la moutarde pure, la facélie pure, le pois pur ou le mélange des trois. Donc en fait, on ne peut pas appliquer le raisonnement que l'on avait sur les cultures associées, de se dire diversifier c'est bien, puisque là l'objectif en fait c'est de mettre toutes les espèces au même endroit sur la totalité de la parcelle. Et donc il faut qu'on trouve la meilleure combinaison d'une espèce pure ou de combinaison de 2, 3, 4 espèces ou 6, 8, 10 peut-être, qui est le plus productive. Et tous les résultats démontrent que quand on augmente la diversité des espèces, on rajoute dans un mélange des espèces qui sont peu productives en termes de biomasse à un mélange composé d'espèces qui sont très très productives. Et donc quand on rajoute du lin
à mon couvert, ça ne fait jamais vraiment de biomasse. Et en tout cas, ça pompe des ressources pour le faire, et ça pompe des ressources à mon sorgho, à ma facélie, etc., qui sont, elles, très très productives en termes de biomasse. Donc augmenter la diversité des espèces n'améliore pas la production de la biomasse produite. Et ça, c'est complètement contre-intuitif par rapport à toutes les théories écologiques qui ont démontré, notamment sur des prairies, que quand on augmente la diversité des prairies, on augmente la productivité en termes de biomasse de ces prairies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les espèces dans une prairie, au bout d'un moment, elles trouvent leur place dans l'écosystème. Certaines sont dans des strates inférieures, d'autres dans des strates supérieures, certaines fixent l'azote de l'air, d'autres pompent les nitrates du sol. Donc elles ne sont pas sur les mêmes niches écologiques, elles ne se font pas de compétition. Il y en a certaines qui tolèrent la compétition pour la lumière, et donc du coup, elles prennent des strates qui fait qu'une prairie monospécifique ou plurispécifique, la plurispécifique prend plus de biomasse. Mais dans un couvert végétal, il n'y a pas le temps, entre le moment où vous semez et vous détruisez, que les espèces elles trouvent leur place pour maximiser la biomasse totale. Donc il n'y a pas le temps de ces synergies entre les espèces pour que les espèces trouvent leur place dans l'écosystème. Et en plus, vous ne savez pas, quand vous mélangez les espèces, à quelle densité de chacune il faut les mettre pour maximiser la biomasse totale. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les densités en pur de chacune des espèces, on le divise par le nombre d'espèces qu'on mélange, donc on dit si j'ai 4 espèces, je vais prendre la densité en pur, je la divise par 4. Éventuellement, je force un petit peu chacune, à 20% chacune, mais en fait, on ne sait pas vraiment si chacune des espèces elle est complètement optimisée dans ce mélange. Ça se trouve, il faudrait en mettre une à complètement 100% de sa densité en pur, mélanger avec une autre à 70% et une autre à seulement 10% parce qu'elle est trop compétitive et qu'elle va complètement étouffer les autres. Donc quand on compose des mélanges complexes, on a une probabilité importante de faire des erreurs dans les espèces qu'on mélange et dans les densités relatives de chacune des espèces. Le mélange n'est jamais optimisé par rapport à la production de biomasse globale. Le seul avantage que ça a, il faut le reconnaître, et ce pourquoi vous le faites, c'est que vous vous dites, bon, je ne serai peut-être pas le meilleur, mais au moins j'aurai un petit peu d'espèces partout, ça couvrira un petit peu partout, j'ai des sols qui sont très variables à l'intérieur de ma parcelle, voire même à l'intérieur de mes parcelles. Je ne vais pas faire 50 mélanges en fonction de mes 50 parcelles. Et donc du coup, pour une stratégie assurantielle, je mélange plein d'espèces en se disant, j'aurai au moins un petit peu de couverture partout. Donc ça, pas de souci, il y a notamment ces travaux-là qui démontrent que quand on augmente la diversité des espèces, on a une production de biomasse et un effet répressif qui est plus stable d'année en année. C'est plus assurantiel de faire ça. Sauf qu'en étant plus stable, il faut avouer aussi qu'on n'est jamais à l'optimum de répression de la flore adventice. Or, on sait très bien que les couverts, ce n'est pas non plus un herbicide en termes de gestion de la flore adventice, c'est un levier qui est beaucoup plus faible. Et se dire que déjà, bon, c'est un peu plus faible en termes de gestion, mais en plus, on ne va pas tenter la situation la plus optimale pour le gérer, c'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied. Donc il faut arriver à trouver, et là on en est loin, les règles de décision qui font que dans votre situation de production à vous, les espèces qui fonctionnent bien, ce sont celles-là, les proportions relatives des espèces qui fonctionnent bien, ce sont celles-là, et ça, bien entendu, d'essayer de les adapter par rapport aux conditions climatiques de l'année. Donc ça va permettre de réprimer la flore adventice, mais ça ne va pas nous dire si sur le long terme, ça a un réel effet sur la flore. C'est-à-dire qu'à une année donnée, on réduit la flore, par contre, est-ce que ça a des effets sur le long terme ? Là, il y a très peu d'études qui étudient ça parce que démontrer ça au champ, ça reste quand même très compliqué. Il y a peu d'essais qui démontrent des stratégies de couverture du sol versus des stratégies de sol nu. Ça, en croisant éventuellement à des stratégies où je fais des faux semis, quand je fais du sol nu, je fais des faux semis ou je fais du travail du sol versus je mets un couvert. Il y en a 4-5 études dans la littérature sur les grandes cultures, qui ont démontré ça. La première qui démontre globalement des effets très variables, donc qui a synthétisé 5 essais de longue durée, dont 2 démontrent que mettre des couverts diminue le stock semencier, 2 ne montrent aucun effet et 1 démontre que mettre des couverts provoque une légère augmentation de la flore adventice. Cette étude-là de nos collègues danois qui a démontré qu'il pouvait y avoir une réduction du stock semencier lié à la mise en œuvre des couverts, mais là dans ce cas-là, ce sont des couverts de 2 ans, c'est-à-dire plutôt des sortes de jachères environnementales. On met des couverts que l'on laisse pendant 2 ans et qui, par leur effet compétitif et des fauches répétées, vont faire en sorte que les adventistes ne retournent pas au stock et du coup avec des effets qui peuvent être visibles sur le long terme. Cette étude-là qui démontre qu'il y a effectivement des effets de réduction
du stock semencier, mais qui sont déjà visibles que sur le long terme. C'est-à-dire qu'en dessous de 5 ans de mise en œuvre des couverts de manière répétée, on ne voit pas d'effet. Et que encore, on voit des effets qui sont très très peu significatifs. Les 2 premières barres que vous voyez, ce sont des couverts qui ont été semés. Les 2 barres suivantes, là, SSC, c'est de la flore spontanée. C'est des intercultures où on a laissé la flore pousser. Et le témoin à côté, c'est un témoin sol nu dans lequel on a travaillé le sol. Donc vous voyez que globalement, la réduction du nombre de graines par mètre carré entre semer un couvert ou laisser la flore spontanée, elle est relativement faible. Par contre, avec la modalité travaillée, là oui on arrive à réduire le stock semencier. Et la dernière étude dans laquelle j'étais impliqué, c'est une étude qui a étudié l'effet de la mise en place des couverts sur la flore adventice sur un essai de longue durée, c'est-à-dire 17 ans. Alors c'est dans un contexte particulier qui est le contexte italien de Pise, mais où ils ont répliqué à toutes les intercultures je mets un couvert ou je mets pas de couvert, et ces couverts-là, il y en avait plusieurs. Il y avait de la moutarde, donc c'était des couverts monospécifiques, moutarde, veste velue, trèfle souterrain, et versus un sol nu, et ça pendant 17 ans de durée. Et donc il y a des périodes d'interculture qui sont devant des tournesols, donc des intercultures longues, ou devant des maïs, et devant des blés, et donc à chaque coup il y a des intercultures qui sont mises en œuvre. Et quand on regarde l'effet dans les cultures suivantes, on ne voit aucun effet de la présence ou non des couverts sur la flore adventice dans les cultures suivantes, alors même que ces couverts sont appliqués depuis 17 ans. Et la raison principale, c'est parce que là, on est dans des systèmes où il y a 2 types de travail du sol, labour et travail du sol superficiel, et il y a du désherbage chimique. Donc en fait, il faut que vous visualisez qu'en interculture, il y a un couvert qui pousse, il concurrence la flore adventice, il n'y a pas de souci, il y a moins de biomasse adventice dans les couverts. Puis derrière, il y a un travail du sol, labour, travail du sol ou travail du sol superficiel. Et s'il y a labour, il y a de la reprise, donc il y a du travail du sol superficiel. Puis on va dans la culture suivante, et dans cette culture suivante, il y a du désherbage chimique. Donc quand on arrive à la récolte de la culture, on ne voit plus du tout l'effet des couverts. La flore adventice, réprimée ou pas par les couverts, elle a été enfouie par le travail du sol. Et après, en culture, ce qui a pu lever, qui n'était pas la même chose qu'il y avait dans le couvert, ça a été désherbé, ici chimiquement, mais ça pourrait l'être mécaniquement. Donc dans des systèmes où il y a encore du travail du sol important, et ou du désherbage, mais surtout du travail du sol, on ne voit pas sur le long terme l'effet des couverts. L'effet des couverts qui est démontré dans la littérature sur le long terme, c'est plutôt dans des systèmes où on ne travaille pas du tout le sol, où là ça devient vraiment un outil de gestion de la flore adventice, parce que dans des systèmes où il y a encore du travail du sol, même ponctuel, il n'y a pas de bénéfice sur le long terme à mettre en œuvre des couverts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice tout court à mettre des couverts, mais ça veut dire qu'on ne peut pas révéler l'effet des couverts dans les cultures suivantes. Mais ce que ça fait quand même, ce couvert, c'est que ça concurrence la flore, ça fait en sorte que les plantes sont moins grosses, puisque ça lui pompe des ressources aux adventices. Et Bruno vous a dit tout à l'heure et démontré que quand les plantes sont moins grosses, elles produisent moins de graines. Donc, les adventices qui poussent dans les couverts et qui seraient en capacité de finir leur cycle dans les couverts, donc sur des cycles relativement courts, grâce aux couverts sont plus petites, et donc si elles produisent des graines, produiraient moins de graines dans les couverts, et donc du coup on en verrait moins sur le long terme. Mais sur la majeure partie des espèces adventices, elles n'ont pas le temps de finir leur cycle dans les couverts. Ça n'empêche pas, quand on met des couverts, de faire du travail du sol avant, de faire du travail du sol après, et ça a beaucoup plus d'impact sur les adventices que la simple présence d'un compétiteur en interculture.